La vitesse sur nos routes, c'est un fléau, tout comme l'alcool, la drogue au volant. La vitesse, là, ça touche tous les conducteurs de tous les âges, sans égard au sexe. C'est certain que les jeunes aussi sont plus concernés par le problème, mais il faut savoir que même un bon conducteur, ça ne peut pas passer à côté du fait que plus la vitesse augmente, plus les risques de collision augmentent également. Parce que la vitesse, là, ça réduit l'adhérence des pneus, ça réduit notre capacité de réaction face à une situation critique, ça augmente la distance de freinage, ça augmente les blessures également. Les moyens utilisés par les policiers pour contrer la vitesse sur nos routes sont l'utilisation du cinémomètre de type Doppler et le cinémomètre de type laser. Les gens appellent ça dans le jargon un radar. Ensuite, le policier, il faut savoir aussi qu'il peut être en mode stationnaire, donc immobilisé sur la chaussée, ou en mode mobile. Donc, s'il vous rencontre en circulant comme ça, il est capable d'établir une vitesse également. Ensuite, le deuxième moyen, c'est une vitesse en suivi. Donc, on suit le défendeur sur une partie du chemin et on est capable d'établir une vitesse également. Ensuite, il y a par surveillance aérienne dans certaines régions au Québec. Et la dernière, c'est par cinémomètre photographique. Donc, pour responsabiliser le comportement des conducteurs qui commettaient des grands excès de vitesse, donc des vitesses excessives, le gouvernement a légiféré en ce sens. Un grand excès de vitesse, ce que ça veut dire, en fait, c'est que lorsque vous conduisez dans une zone de limite de vitesse de 60 km/h ou moins, lorsque vous dépassez la limite permise de 40 km/h ou plus, vous commettez un grand excès de vitesse. Par exemple, vous circulez dans la ville de Plessisville, la limite de vitesse est de 50 km/h. Si vous circulez à 90 km/h, vous commettez un grand excès de vitesse. Ensuite, si vous circulez lorsqu'il y a une limite de vitesse de plus de 60 km/h et d'au plus 90 km/h et que vous excédez la limite de vitesse de plus de 50 km/h, vous commettez un grand excès de vitesse. La troisième situation qui est prévue par le texte de loi, c'est lorsque vous circulez, lorsque la limite de vitesse est de 100 km/h et que vous excédez la limite de 60 km/h ou plus, vous êtes encore en infraction. Par exemple, vous circulez sur l'autoroute 20, la limite de vitesse c'est 100 km/h, vous circulez à 160 km/h, un policier vous intercepte, votre permis de conduire va être suspendu sur le champ pour une période de 7 jours. L'amende est doublée et les points sont doublés également. Vous devez savoir que si vous récidivez en matière de grand excès de vitesse, puis que vous êtes reconnu coupable de cette infraction-là dans une période de 10 ans, ça va être pris en considération justement sur une période de 10 ans. Fait que si vous vous refaites intercepter suite à la commission de cette infraction-là, les sanctions sont encore plus sévères. L'amende peut être triplée dans certains cas. Le nombre de journées de suspension de votre permis de conduire va augmenter et vous pouvez aussi vous faire saisir votre véhicule. En fait, un conducteur régulier, avec un permis de conduire régulier, a 15 points qu'il peut accumuler à son dossier de conducteur. Donc, si vous commettez un grand excès de vitesse, la SAC est au courant de ce fait-là. Lors du renouvellement de votre permis de conduire, les frais seront plus élevés parce que la SAC devient plus sévère avec vous parce que vous avez commis une infraction qui est grave. Depuis le 10 mars 2011, lorsque vous commettez un excès de vitesse dans les chantiers de construction, l'amende est doublée. Le gouvernement aussi n'avait pas le choix de faire ce choix-là dans les règlements parce qu'il faut sécuriser les usagers du réseau routier, il faut sécuriser les signaleurs qui travaillent sur les chantiers routiers et les travailleurs. Ce qui est important aussi à savoir pour les gens, c'est que même lorsque les travaux sont suspendus dans des chantiers routiers, vous devez respecter les fameux panneaux orange qui vous dictent la limite de vitesse. Les outils utilisés par les policiers pour mesurer le taux d'alcoolémie sont l'appareil de détection approuvé. À la sûreté, on utilise 2 types d'appareils. Donc, ceux-là sont utilisés principalement sur des contrôles routiers pour vérifier l'alcool ou la drogue au volant. Ensuite, on a un alcotest que les policiers vont utiliser au poste lorsque la personne est mise en état d'arrestation et amenée au poste pour déterminer son taux d'alcoolémie précisément. Lorsque les gens entendent parler du 0,08 ou du 80 mg d'alcool par 100 ml de sang,
En fait, c'est la même chose, mais il s'agit de mesures différentes. Donc, le 0.08, on parle en grammes, puis le code criminel, lui, s'exprime en milligrammes. Ce qu'on voit, c'est plus de 80 milligrammes. Fait que c'est la même chose. Tantôt, j'ai parlé de la capacité de conduite affaiblie lorsque la personne conduit le véhicule. Mais il faut savoir aussi que l'article 253 du Code criminel traite aussi de l'interdiction d'avoir la garde ou contrôle d'un véhicule à moteur alors que nos capacités sont affaiblies par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. Fait que vous pourriez vous retrouver à proximité de votre véhicule en ayant les capacités de conduite affaiblies, puis le policier pourra avoir les motifs raisonnables de croire de procéder à votre arrestation en vertu de cet article-là aussi. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée qu'après une soirée bien arrosée, vous prenez votre véhicule pour dormir parce que vous êtes en garde ou contrôle puis il y a un danger que le véhicule soit remis en circulation sur le réseau routier. Les policiers ont toujours travaillé les drogues au volant parce que ça fait depuis longtemps que le Code criminel nous permet de travailler ça. Sauf que maintenant, depuis le 2 juillet 2008, il y a des outils supplémentaires qui sont fournis pour faciliter l'intervention des policiers. Les outils qu'on a maintenant à notre disposition sont les épreuves de coordination des mouvements. Ça, dans le fond, c'est lorsque les policiers sont au stade de l'enquête des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a de l'alcool dans son organisme ou des drogues ou les deux, le policier peut faire passer 3 tests sur le bord du chemin puis acquérir des motifs raisonnables de croire qui vont lui permettre de procéder à l'arrestation de la personne. Ça, c'est une chose qui est nouvelle pour nous. Ensuite, il y a l'agent évaluateur. Une fois que le policier va avoir acquis ses motifs raisonnables de croire à l'infraction sur le bord du chemin, puis il va avoir procédé à l'arrestation de la personne, mais il va faire appel à un agent évaluateur rendu au poste. Celui-là, il va faire 12 étapes, puis la dernière va se terminer par un prélèvement d'urine pour déterminer la catégorie de drogue que la personne a consommée. Les permis d'apprenti conducteur et les permis probatoires sont soumis à l'alcoolémie 0. Donc, les conducteurs qui ont ce type de permis-là, eux autres, ils ne peuvent pas conduire s'ils ont consommé de l'alcool. Et aussi, ils ont 4 points d'inaptitude qu'ils peuvent accumuler sur leur dossier de conducteur. S'ils sont pris en infraction, un constat d'infraction pourrait être remis de 300 $ plus les frais, plus 4 points d'inaptitude. Le permis de conduire va être suspendu pour une période de 90 jours. Il va de soi que si le permis d'apprenti conducteur, permis probatoire, contrevient également à l'article 253 du Code criminel, il y a des accusations criminelles également qui peuvent être déposées. En fait, comme société, on a beaucoup évolué concernant le port de la ceinture de sécurité. Au Québec, plus de 9 personnes sur 10 portent la ceinture de sécurité sur la banquette avant. Par contre, on a encore beaucoup de travail à faire parce que chez les conducteurs décédés de 2005 à 2009, 32% de ces conducteurs décédés ne portaient pas la ceinture de sécurité. Plusieurs personnes pensent aussi que parce qu'ils sont près de leur domicile ou bien qu'ils circulent dans des limites de vitesse de 50 km/h ou moins, qu'ils sont à l'abri d'avoir une collision puis que c'est pas grave s'ils ne s'attachent pas. C'est une croyance qui est fausse encore là. Quand on sait que les collisions surviennent la majorité du temps, plus de la moitié du temps, dans des zones de 50 km/h ou moins, on comprend que c'est important de s'attacher. Ensuite, un autre exemple qui est frappant aussi pour vous imaginer, lors d'un impact à 50 km/h, la pression qu'exerce le véhicule en mouvement sur votre corps multiplie votre poids par 35. Fait qu'imaginez le projectile que vous devenez lorsque vous avez une collision. Il est reconnu mondialement que le port de la ceinture de sécurité est la meilleure protection qui soit pour toute personne qui prend place à l'intérieur d'un véhicule routier. Depuis 1976, le Code de la sécurité routière oblige toute personne à bord d'un véhicule routier à s'attacher. Donc, chaque siège qui est occupé de la ceinture de sécurité, la personne qui l'occupe doit la porter. C'est ça que ça veut dire. Ensuite de ça, tous les enfants qui n'ont pas la mesure de 63 cm assis du siège jusqu'au sommet du crâne doivent être attachés dans un siège d'appoint qui sont réglementaires, donc appropriés à leur poids et à leur grandeur
et être attaché selon les recommandations du fabricant. Il faut savoir aussi que tout passager de plus de 16 ans et plus doit s'attacher à bord aussi et que c'est lui-même qui recevra le constat d'infraction. Le contrevent s'expose à une amende de 80 $ plus les frais judiciaires et à 3 points d'inaptitude. Depuis le 1er avril 2008, l'utilisation du cellulaire, du téléphone cellulaire tenu en main à bord d'un véhicule routier est interdit. Le contrevenant s'expose à une amende de 80 $ plus les frais judiciaires et à l'accumulation de 3 points d'inaptitude à son dossier. Il va de soi que conduire puis tenir un téléphone cellulaire en main, ça fait que la concentration du conducteur est moins là. Puis les dangers sont réels parce que le conducteur n'a pas nécessairement conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Les études aussi ont démontré que quand on conduisait et qu'on tenait un téléphone cellulaire en main, eh bien, ça augmentait le risque de contrevenir à d'autres lois au code de la sécurité routière. Exemple, brûler un feu rouge ou ne pas respecter un arrêt obligatoire. Donc, ce qui est ressorti de ça, c'est pas nécessairement le maniement de l'appareil, mais c'est plus la distraction de la conversation que les gens au téléphone cellulaire qui cause le problème. Donc, la fonction main libre est permise. Ce qui est interdit, c'est de tenir un appareil téléphonique en main. L'interdiction touche aussi les terminaux mobiles de poche, exemple les BlackBerry ou les appareils téléphoniques munis d'une fonction émetteur-récepteur, exemple le 10-4 et le mic de TELUS, par exemple. Les conseils de sécurité que je pourrais donner aux gens, ce serait de, lorsqu'ils conduisent, dans le fond, de laisser la messagerie vocale prendre leurs appels. S'ils sont à bord avec d'autres passagers, de laisser prendre le téléphone cellulaire par les passagers. Puis, ce qui est conseillé également, c'est de s'immobiliser dans un endroit qui est réglementaire, dans une halte routière, puis de prendre l'appel en toute sécurité finalement.